Alors, est-ce autorisé en France d'attacher un chien depuis son collier avec une corde ou une chaîne jusqu'à sa niche, par exemple? Il y a 3 options de réponse possibles et vous allez nous expliquer le pourquoi du comment. Oui, si le chien a atteint sa taille adulte et que la longueur de la corde fait minimum 3 mètres. Oui, si la longueur de la corde est égale ou supérieure à 7 mètres. Non, c'est interdit et donc j'ai le droit de prendre le chien. C'est-à-dire... Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Après, je vous dis tout. Alors, moi, personnellement, j'aurais dit qu'il faut 3 mètres un minimum. C'est exactement ça. C'est l'arrêté du 25 octobre 1982, donc qui est, on va dire, la bible des conditions de détention des animaux de compagnie et surtout du chien. Donc, en clair, et c'est très important. Alors, c'est très important pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est important pour les gens qui vont déclencher un signalement, de connaître les bonnes conditions de détention parce que ça permet finalement de cibler est-ce qu'il y a une infraction ou pas et donc de déclencher ou pas les forces de l'ordre. Donc concrètement, en France, aujourd'hui, le chien a droit à 5 mètres carrés comme enclos, par exemple sur un balcon ou sur un jardin. S'il a 5 mètres carrés, on est dans les clous. S'il fait plus de 70 cm au garrot, alors il a droit à 10 mètres carrés. Mais autant vous dire que c'est un petit veau, hein. 10 mètres carrés, c'est très haut. Ensuite, concernant l'attache, elle est réglementaire en France. C'est possible d'attacher un chien avec un collier qui sera distinct de la corde. Il faut que la corde fasse, ou l'attache tout au moins, 3 mètres de long et 2,50 m si c'est en coulissant. Après, il faut une zone d'ombre, de l'eau claire à disposition, un abri, c'est très important aussi, un abri, c'est la dernière question aussi. Tout ça, c'est les conditions de détention. Donc, on a dit un chien, c'est 5 mètres carrés. Peut-être aussi de préciser que pour le chat, alors c'est très peu, c'est 2 mètres carrés. C'est important de parler de ça pour 2 choses. Peut-être vous avez entendu parler du syndrome de Noé. Donc, ce trouble qui incite donc, les gens qui s'improvisent en sauveurs et ils accumulent donc les animaux en passant bien faire. Il y a des associations aussi qui font ça de protection animale et qui se retrouvent avec un nombre infini d'animaux qui sont dans le déni finalement, et les chats et les chiens sont en souffrance puisqu'ils sont finalement condamnés à vivre dans des enclos, des endroits très exigus. Voilà, il paraît adapté. Vous avez une notion combien d'animaux de compagnie un particulier peut avoir? Non, pas du tout. Vous allez nous éclairer là-dessus? On va apprendre plein de choses aujourd'hui. Un particulier peut avoir jusqu'à 9 animaux de compagnie. Au-dessus de 9, donc ça passe à un élevage et donc il y a des conditions de détention qui sont plus strictes, notamment d'avoir des connaissances par rapport à l'espèce. Les locaux, par exemple, doivent être à plus de 200 mètres des habitations quand on a plus de 9 chiens, à cause des aboiements. Enfin voilà, il y a toute une réglementation qui est beaucoup plus contraignante tout au moins. Le délit de sévices et actes de cruauté, donner des coups de pied, de poing, etc. Ce qu'on voit parfois, hélas, notamment sur les réseaux sociaux, notamment des influenceurs ou des influenceuses se sont permis de frapper leurs animaux. On l'a vu encore récemment. C'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, ou alors 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, ou encore 5 ans d'emprisonnement, le risque, et 75 000 € d'amende. Expliquez-nous. J'imagine que vous souhaiteriez cocher la C, mais on n'y est pas encore. Alors, tout d'abord, une petite parenthèse, si c'est sur les réseaux sociaux, on invite les gens à aller sur Pharos pour dénoncer toute la délinquance qui est sur la toile. Pour revenir à la question qui nous rassemble, avant la loi du 30 novembre 2021, on était sur des sanctions pour les délits, c'est-à-dire abandon, sévices graves, actes de cruauté ou zoophilie. On était sur du 2 ans et 30 000. Aujourd'hui, nous sommes sur du 3 ans et 45 000. Vous allez me dire, mais pourquoi? Puisque finalement, c'est une peine encourue et c'est finalement pas la peine réelle que les gens vont avoir la plupart du temps. Mais c'est quand même important, notamment pour 2 choses. 3 ans, ça nous permet, nous, la géolocalisation. On s'en est servi au moment des chevaux mutilés. Je ne sais pas trop si vous vous souvenez de cette affaire-là au niveau national, qui avait quand même tourmenté, on va dire, les propriétaires de chevaux. Et on était parti sur du vol d'organes par moment, parce que le vol, du coup, est puni de 3 ans, et ça nous permettait la géolocalisation des individus. 3 ans, pourquoi aussi? Parce que ça permet de rentrer sans l'assentiment de la personne quand le JLD, naturellement, nous le valide. Donc, c'est important quand même d'avoir, on va dire, aggravé ces peines-là de délit. Voilà. C'est important et en même temps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi cette démarche
de venir les former derrière avec cette amende qui est payée auprès de l'association pour aider finalement des animaux dans le concret, leur permettre de comprendre aussi via cette formation l'impact de ce qu'ils ont fait subir. C'est ça, c'est la prise de conscience. Et quand ce sont des contraventions, ça va être en peine principale. Quand ce sont des délits, comme là, c'est très grave, alors ça va être en peine complémentaire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une peine, mais à côté, il va y avoir donc cette petite formation. C'est ce moment en fait qui leur est offert de prendre conscience pour pouvoir changer. En peine complémentaire, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la confiscation définitive de l'animal et l'interdiction définitive d'en détenir à l'avenir. Alors ça peut être une interdiction qui est de 3 ans, 5 ans, 10 ans ou définitivement, voilà, selon en fait la gravité des faits. On a par ailleurs les dommages et intérêts pour les associations de protection animale qui ont plus de 5 ans d'existence. Parce que finalement, tout témoin de maltraitance animale peut le signaler naturellement aux autorités, par exemple sur l'application Mon Commissariat ou en allant carrément au commissariat ou à la gendarmerie le dénoncer. Avec les éléments qu'il faut, c'est-à-dire l'identité, son identité, pour si jamais les policiers ou les gendarmes veulent recontacter le témoin pour avoir plus d'informations, pour étayer sur la récidive, sur des choses comme ça. C'est important de donner ses coordonnées téléphoniques, son identité. Naturellement, ce sera anonyme pour ne pas mettre en porte-à-faux. La seconde chose, c'est donner un maximum d'informations sur l'auteur des faits, son adresse, s'il y a un code pour entrer à la résidence, voilà, de tout donner sur l'auteur lui-même, mais aussi sur la situation, c'est-à-dire combien d'animaux vivent là, lesquels sont victimes de faits qui sont reprochés, prendre des photos, des vidéos, puisque quand même dans tout ce qui est infraction, pour dénoncer, il y a l'élément matériel, moral et légal, donc il faut que ce soit prévu par la loi, il faut que ce soit concrètement matérialisé et que la personne soit lucide, on va dire, parce que sinon, s'il est déficient, s'il n'a pas le discernement, malheureusement, la peine sera amoindrie. Et peut-être des obligations de soins et de suivi de la personne en question. Exactement. C'est ce qu'on essaye de faire, surtout pour le syndrome de Noé. On voit bien que ces gens-là sont dépassés par la situation. Ils aiment les animaux, mais malheureusement, ils ne sont pas en capacité. Et c'est vraiment au carrefour de fragilité psychologique. Et là, effectivement, on est sur le domaine de tout ce qui est fragilité psychologique, éventuellement dépression, éventuellement différents éléments qui rendent ces personnes plus fragiles. Et parfois, elles ne se rendent même plus compte des actes qu'elles commettent. Ah oui, mais vraiment, vraiment. J'ai eu une dame qui berçait un chaton qui était mourant, qui est mort. Et quand on y a pris la vingtaine de chats qu'elle laissait mourir dans des cages respectives de transport, elle me dit, mais vous me prenez mes bébés. Enfin, ils sont convaincus qu'ils les aiment. Voilà. Donc, on ne rentre pas sur ce terrain-là. Par contre, factuellement, ce n'est pas prévu par la loi et on intervient pour faire cesser l'infraction et cesser la souffrance de ces animaux. Un vrai travail de fond, on le voit effectivement, et puis un vrai dévouement au quotidien. Une détermination, des convictions et des belles personnes rencontrées sur le chemin. Et donc, par rapport à tous ces éléments, quelles sont les peines complémentaires qu'une association peut suggérer en se constituant partie civile aujourd'hui? C'est exactement, voilà, c'est exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la confiscation de l'animal et l'interdiction définitive d'en détenir. Et donc, effectivement, on est sur la réponse 3, puisque c'était soit 2 ans de prison supplémentaire pour l'auteur, ce qui équivaudrait à pas forcément grand-chose par rapport à la condamnation. Des heures de tige, donc travaux d'intérêt général au sein d'un refuge animalier, ce qui n'est pas forcément suffisant face à la situation, puisqu'on parle aussi là, c'est ce que vous disiez, de problèmes psychiatriques, ce qui est encore un autre niveau. Le vaccin contre la rage est-il obligatoire ? Vous allez tout savoir sur le vaccin contre la rage. Pour les animaux, tous les animaux domestiques, pour tous les chiens ou seulement pour les chiens de catégorie 1 et 2, j'ai envie de dire si c'est seulement pour les chiens, ça me paraît surprenant. Alors, on va tout vous dire. Alors d'abord, tous les vaccins sont naturellement préconisés et on encourage en qualité d'association de protection animale à les faire puisque c'est pour protéger l'animal. Pas plus tard que la semaine dernière, un refuge voisin
de là où nous habitons, la ville rose, a subi l'épidémie de la maladie de Carré. On voit bien que là aussi, il y a eu des animaux qui sont décédés. Donc, quelle que soit la maladie, naturellement, on encourage à vacciner tous les animaux, que ce soit chats, chiens, tous les animaux. Mais pour revenir à la question initiale, et les vaccins en général, donc, les vaccins sont préconisés, mais il n'y en a qu'un d'obligatoire, c'est le vaccin contre la rage et que pour les chiens de catégorie. Voilà, en France, quand je parle d'obligatoire, ça veut dire qu'il y a une sanction encourue, il y a une amende encourue. Donc ça, c'est sur l'hexagone. Mais ensuite, même si vous avez un épagneul breton, un chaton, peu importe, si jamais vous quittez le territoire français ou que, au contraire, vous revenez, c'est-à-dire par exemple tous les chiots qui sont importés d'Hongrie ou des pays de l'Est, ils doivent avoir le vaccin contre la rage. Dès que vous quittez ou que vous rentrez sur le territoire français, il doit y avoir le vaccin contre la rage pour ne pas l'importer de nouveau en France. Et c'est pour ça que, théoriquement, aucun chaton ou aucun chiot ne devrait pouvoir rentrer en France avant les dents adultes qui poussent, la première dent adulte, c'est-à-dire 4 mois. Pourquoi? Parce que le vaccin contre la rage, on ne peut l'intégrer, l'ingérer, je ne sais pas trop comment on peut dire, qu'à partir de 3 mois. Oui, on peut vacciner un animal à partir de 3 mois. Et ensuite, le temps qu'il fasse effet, c'est 3 semaines. Et la première dent adulte sort à 4 mois. Donc on a dit, première dent adulte, l'animal peut rentrer. Voilà. Que puis-je faire si un animal est en souffrance? C'était un petit peu la question tout à l'heure. Hein, dans un véhicule stationné au soleil, donc ça c'est spécifique. Est-ce qu'on ne peut rien faire? Auquel cas je serais accusée de dégradation sur un véhicule. Est-ce que je recherche le propriétaire, je m'entoure de témoins ou je prends des photos et j'appelle le 17 si l'animal est en grande détresse? Ou alors je casse la vitre, je prends l'animal pour emmener chez le vétérinaire et je ne le rends pas au propriétaire. La troisième me paraît particulière quand même. C'est ça, c'est ça. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Naturellement, l'intention est belle, on veut sauver l'animal, mais il ne faut pas non plus se mettre en difficulté. Alors là, on est vraiment dans le cas où l'animal est en danger imminent. Voilà, il est vraiment en urgence vitale. Il commence à baver, à gratter contre la vitre, voire même à faire un malaise. Enfin, vraiment, voilà, c'est pas juste 5 minutes. Mais par contre, il faut vraiment réaliser que la température dans un véhicule monte très très vite. Vraiment, en été, ça peut dépasser les 50 degrés très rapidement. Donc là, n'importe qui, le commun des mortels, peut, et j'allais même dire, doit intervenir. Ne pas laisser l'animal comme ça en difficulté, mourir comme ça dans un véhicule. Donc oui, on peut tous intervenir. Naturellement, il faut se protéger aussi, c'est-à-dire prendre des photos, des vidéos, des témoins, faire le 17. Donc s'ils arrivent suffisamment vite, c'est bien, mais sinon oui, on peut ouvrir un véhicule. C'est l'article L122-7 du code pénal, c'est l'état de nécessité qui vous couvre et qui empêchera le propriétaire du véhicule à porter plainte contre vous pour dégradation. Par contre, casser une vitre, c'est pas si facile que ça. Donc nous, à l'association, on propose, mais vous pouvez l'acheter partout, c'est un petit resmi qui propose, donc qui facilite l'ouverture des vitres. Sinon, c'est pas facile de casser une vitre. C'est pas si évident que ça, non, et elles sont quand même assez solides. Exactement. Après, il y a les petits marteaux, les choses comme ça. Bon, les pompiers sont dotés de tout ça. Il faut peut-être préciser aussi que les pompiers ont une unité de risque animalier. Quasiment la moitié des SDIS de France sont dotés de ça pour les animaux en détresse et en danger. Cette dernière question, quelle est la peine encourue si un chien n'a pas de niche pour s'abriter? Parce que là, c'est vraiment une question, on parlait de la taille tout à l'heure de la laisse ou tout simplement de la chaîne. Là, en l'occurrence, on parle tout simplement d'un abri. Un abri pour l'hiver, un abri pour l'été. Il peut faire très chaud comme il peut faire très froid. Il peut recevoir la pluie. Enfin, et là, on parle de, est-ce que ce n'est pas une obligation ni prévue par la loi, ou la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, ou la peine encourue est de 750 € d'amende? Alors, vous auriez dit quoi? Alors, moi, je partirais sur la B, parce que ça me paraît très cohérent. Et non, ça reste une contravention. C'est une contravention 4e classe et c'est 750 € d'amende. Par contre, tous les animaux ont droit à un abri. Ça, c'est important de le préciser parce que tous les animaux n'ont pas les mêmes droits. Par exemple, un pigeon, un ragondin n'aura pas les mêmes, puisqu'ils sont considérés comme des nuisibles.
ça peut choquer, mais ils sont considérés comme des nuisibles. Les rats, par exemple, en ville, il y a des mesures donc, pour réguler ces populations. Le chat et le chien ont des droits qui sont privilégiés et particuliers. Voilà, donc tout ce qui est les animaux de compagnie, mais aussi les animaux de rente. Les animaux de rente, donc c'est tout ce qui, j'allais dire, le bovin, l'ovin, les cochons, les vaches, tout ce qui va servir à la consommation de la chaîne alimentaire. Tous ces animaux-là ont droit à un abri. Voilà, ils ont au moins ce droit-là. Merci beaucoup. Merci à vous et j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez besoin et envie de nous suivre sur nos réseaux sociaux.